Ici Satou. J'ai déjà navigué sur des ferries et des bateaux de pêche, mais jamais sur des voiliers. La première fois que j'ai vu une maquette de voilier chez un ami, j'ai été surpris par la quantité de cordage. Lalaki? Oui, c'est ce qu'a dit le roi squelette sur le navire fantôme. Une fois la condition de peur éliminée de mon groupe, j'ai résumé ce qui s'était passé. Ce nom me dit quelque chose. Attends, tu n'as pas dit que le capitaine fantôme de ce navire bleu coulé avait dit la même chose? D'un hochement de tête, j'ai présenté mon hypothèse. Il est peut-être venu chercher la clé de Lalaki, dans les ruines de Nonoli parce que j'ai désactivé le piège anti-magie. J'ignorais le lien entre les esprits et la magie, mais j'avais le pressentiment que cela les tenait peut-être à distance. Alors, tu l'as? Non, ce n'était pas un jeu, alors bien sûr, un objet aussi important ne traînait pas. Le capitaine fantôme n'a-t-il pas parlé de clés, de cercueils et de ce genre de choses? Les mots d'Arisa me semblaient familiers, alors j'ai fouillé dans mes souvenirs. Voyons voir, je crois qu'il a dit. La clé de Lalaki, voler. Maintenant, Lalaki ne peut plus voler. Il ne reste plus qu'à apporter le cercueil à Sa Majesté l'Empereur dans la salle de la réalité, ou quelque chose comme ça. D'après les indices, j'ai deviné que les hommes du capitaine fantôme avaient volé au roi squelette la clé, nécessaire au vol de Lalaki, ainsi que ce cercueil, qu'ils essayaient d'apporter à un quelconque empereur. Tout cela s'est passé il y a longtemps, donc c'est probablement arrivé à cet empereur après ça. Je suppose. Arisa acquiesça d'un signe de tête, et nous avons mis fin à la conversation sur Lalaki. Maître, il y a quelqu'un sur la plage. Lulu pointa le bord de l'eau. Je ne pouvais pas voir de trop près, mais cela semblait être une femme aux longs cheveux blancs. Les pointes de ses cheveux étaient bleues. Peut-être était-il teint? Oh non, il faut qu'on aide. Oups, Arisa a raison. Il vaut mieux la secourir d'abord et s'occuper de ses cheveux plus tard. Nous étions encore à environ 100 mètres du rivage, alors j'ai utilisé main magique pour récupérer la personne. Une fois sur le pont, j'ai vu que c'était une magnifique femme à la peau brun foncé. Son visage était pâle et elle semblait souffrir. Lulu a sorti une couverture de son sac de fée et l'a recouverte. Maître, cette femme, je sais. Arisa avait l'air sérieuse, et j'ai hoché la tête gravement. Dire qu'il existe quelqu'un d'autre avec une poitrine assez généreuse pour rivaliser avec celle de mademoiselle Karina. Salut, le petit poing d'Arisa m'a donné un coup de tête. À en juger par ce visage, tu ne penses pas du tout à ce que je pense, n'est-ce pas? Arisa a posé les mains sur ses hanches et m'a fusillé du regard tandis que je m'agenouillais près de la femme inconsciente. Quoi? Ai-je commencé à demander, mais j'ai compris de quoi parlait Arisa. À moitié fantôme? L'écran de réalité augmentée indiquait que sa race était demi-fantôme. Dans un monde de fantaisie aussi strict, où humains et elfes ne pouvaient même pas engendrer de demi-elfes, comment un demi-fantôme pouvait-il exister? J'ai eu envie de me plaindre auprès des dieux qui avaient établi les règles de ce monde. On dirait qu'elle a perdu la mémoire, elle aussi. J'ai hoché la tête vers Arisa, utilisant la compétence « visage impassible » pour dissimuler mes plaintes intérieures. Son statut indiquait amnésique. C'était peut-être pour cela que la plupart des champs de ces informations, comme son nom et son affiliation, étaient vides. Un texte blanc indiquait qu'elle était de niveau 1 avec la compétence « champ », mais à côté, un texte gris indiquait le niveau 27 et listait des compétences comme « magie de la terre »,« magie d'invocation »,« magie du champ »,« méditation » et « sociabilité », Lalaki. Elle est de niveau 1 avec une seule compétence, alors peut-être ne devrions-nous pas nous intéresser à sa race? Haussant un sourcil en entendant la remarque murmurée d'Arisa, j'ai éteint mon menu et utilisé ma compétence « Analyse » pour vérifier son statut. Il s'est avéré que la compétence « Analyse » habituelle ne voyait que le texte blanc. Dans ce cas, Arisa ne voyait probablement que le texte blanc, amnésique, et non les titres grisés comme « Dernière princesse de Lalaki » et « Jeune fille sacrificielle ». Ses compétences inhérentes spécifiques à sa race, comme absorption magique, faible, absorption de santé, faible, et passage au monde spirituel, étaient également grisées. L'état des compétences nouvellement acquises par mes compagnons était similaire à celui de mes compagnons avant qu'ils ne les assimilent pleinement. Qu'est-ce qui ne va pas, Tama, monsieur? En entendant la voix de Pochi, je me suis retournée et j'ai vu Tama tapis derrière le mât, fusillant du regard la femme inconsciente. Sa queue était gonflée et elle griffait le mât en grognant légèrement. La femme à moitié fantôme la mettait probablement sur les nerfs. Satou, ne l'agresse pas, ont protesté Mia et Arisa quand j'ai posé ma main sur le poignet de la femme. Je prends juste son pouls. Qu'est-ce que, quand je l'ai lâché, j'ai ressenti une sensation étrange. En passant ma main sur sa peau, j'ai ressenti une réaction quand ma peau a failli frôler la sienne. Monsieur, coupable, comment ça, c'est prendre son pouls? Elles ont essayé de me retirer la main, alors je l'ai passée à Nana et Lulu. Que se passe-t-il? J'avais beau regarder fixement, je ne voyais rien. Vision spirituelle activée, j'ai constaté que l'espace autour d'elle était totalement dépourvu d'esprit.
Avec « vision magique », j'ai remarqué qu'elle dégageait plus de puissance magique que la moyenne. Mais ce que je ressentais n'était pas magique. C'était plutôt comme lorsque j'ai touché l'ombre du roi mort-vivant zen, plus grand que compétence acquise, vision miasmatique, je pouvais maintenant distinguer une faible aura noire autour de la jeune fille. Comme lorsque j'ai commencé à voir les esprits, elle ne se voyait pas en me concentrant, je devais la regarder du coin de l'œil. J'ai ajouté des points à la nouvelle compétence, vision miasmatique, et je l'ai activée. Ma vision est devenue noir et blanc, comme si je regardais un négatif du monde. Gai, je pouvais distinguer une aura menaçante de miasme autour de la jeune femme beaucoup plus clairement qu'avant. C'était comme un effet de hachure sombre tout droit sorti d'un manga. Un frisson me parcourut l'échine. Plus petit que, Enen, plus grand que, l'aura sembla comprimer la femme, et elle hurla de douleur. Instinctivement, je tendis la main et attrapai un peu de miasme. Lorsque je m'avançai pour le briser, le visage de la mystérieuse femme se détendit légèrement. Je m'employais à retirer le miasme qui la tourmentait, comme on démêle un fil de pêche emmêlé. C'était un travail assez difficile. Mais en me concentrant si intensément que je ne voyais que le miasme emmêlé, je parvins à le retirer de plus en plus vite. Le miasme en forme de chaîne autour de ses mains et de ses pieds était particulièrement puissant, mais avec un peu plus de concentration, je n'aurais pas été incapable de le gérer. Le miasme en forme de chaîne qui s'accrochait aux chaînes était coupé en parties, donc je n'avais probablement pas besoin de trop m'en inquiéter. Ah! Au loin, j'entendis Arisa hurler, mais cela ne semblait pas être quelque chose de très important, alors je continuai à travailler sur le miasme. Ouf, c'est fini. Attendez, que se passe-t-il? Maître, il faut baigner la larve et lui donner de nouveaux vêtements, je vous conseille. Nana souleva la femme, ou plutôt, la petite fille, et la porta en bas. Que s'est-il passé? Expliqua Lulu. Vous avez commencé à bouger vos mains comme si vous tiriez sur une corde, et au bout d'un moment, elle a commencé à rapetisser, ou plutôt à rajeunir. J'étais tellement concentré à démêler le miasme que je n'avais même pas vu ce qui se passait autour de moi. Maître, que faisiez-vous? Arisa me lança un regard suspicieux, alors je lui expliquai que j'étais en train de démêler le miasme. Mais pourquoi cela la rajeunirait-il? Ne me demandez pas. Elle avait l'air de souffrir, alors j'ai pensé que se débarrasser du miasme l'aiderait. Je ne comprenais pas pourquoi démêler le miasme l'aurait transformée en petite fille. C'était peut-être une malédiction? C'est possible. Je n'avais rien vu qui évoque une malédiction dans son statut, mais ce sombre enchevêtrement de miasme était vraiment inhabituel. Quoi qu'il en soit, ça ne pouvait rien avoir de bon. Le titre de jeune fille sacrificielle de la jeune fille m'inquiétait aussi. Si ce que disait le roi squelette était vrai, cette fille était probablement sa fille. Mais à en juger par ses titres et ce miasme d'avant, il me semblait qu'il avait peut-être tenté de la sacrifier pour ressusciter la Laki. Quoi que cela puisse signifier. Peut-être était-ce la femme que j'avais cru voir allongée sur l'un des cercueils de pierre du sanctuaire sous-marin. Tandis que je spéculais, Arisa m'a posé une autre question. Plus importante encore, que penses-tu de cette barrette en forme de clé qu'elle portait? Elle avait un truc comme ça? Espèce d'abruti obsédé par les seins. Tu as dû être distrait par sa poitrine digne de Karina. Elle avait tout à fait raison, mais j'ai essayé de me défendre quand même. Ne sois pas ridicule. J'étais juste inquiète à cause du miasme qui l'entourait. Le soleil commença à percer les nuages, éclairant le pont. J'esquissais un sourire de sainte tandis que la douce lumière m'enveloppait, ce qui sembla convaincre tout le monde sauf Arisa. Je te laisse faire pour cette fois, lança-t-elle en m'attrapant par l'oreille comme une épouse qui aurait percé à jour les mensonges de son mari. Maître, grâce à ma compétence, oui fine, j'entendis Nana m'appeler d'en bas. Nana, j'utilisais téléportation pour descendre au plus vite dans la cabine centrale. Quoi, faisant irruption par la porte ouverte, je trouvai Nana entièrement nue, la jeune fille tendant la main vers elle. Remarquant mon entrée, Nana se tourna vers moi, sans même chercher à se couvrir. Elle devait vouloir réchauffer la petite fille avec un bain. Maître, la larve a demandé des provisions magiques. Permission de continuer? Nana pencha la tête, totalement décomplexée par sa nudité. Non, et s'il te plaît, mets quelque chose. J'ai ramassé les vêtements de Nana par terre et les ai poussés vers elle. D'après l'écran de réalité augmentée, il ne restait plus aucun PM à la petite fille. Si elle a besoin de magie, elle peut prendre un peu de la mienne. La jeune fille était agenouillée sur une table de massage, alors je tendis la main vers elle. Puis je remarquai qu'elle était nue, elle aussi. Comme Arisa l'avait mentionné, un ornement en forme de clé était attaché à ses cheveux. La clé était en or, sertie de 6 pierres précieuses de couleurs différentes. Ses yeux rouges étaient vides et perdus, suggérant qu'elle n'était pas encore pleinement consciente. Attrapant ma main tendue avec les siennes, elle mordit mon index et commença à le sucer faiblement. Sur l'écran de Mara, je vis mes PM commencer à diminuer, si lentement qu'il récupérait immédiatement après chaque point. C'était probablement dû au fait que sa compétence inhérente, absorption magique,
faible, était grisée, sans parler de l'aspect, faible. Si c'était tout ce qu'elle pouvait faire, elle ne représentait probablement pas une menace pour mes compagnons. Tandis qu'elle continuait d'absorber ma magie, la jeune fille commença à vieillir, jusqu'à paraître légèrement plus âgée qu'Arisa. Son visage reprit des couleurs, et ses mains froides se réchauffèrent. Plus petit que qu'elle, pure magie, plus grand que, marmonnant en langue sacrée, la jeune fille lâcha ma main et s'évanouit sur la table de massage, visiblement satisfaite. Elle était encore complètement nue, alors je pris un morceau de tissu dans le stockage pour la couvrir. En me retournant, je vis Nana et tout le monde me fixer. Eh bien, je vais. Qu'est-ce que tu fais? Arisa saisit brusquement ma main et tenta de me mordre le doigt, alors je la retins par le front. Eh bien, on dirait que cette fille aimait ça, alors. Arisa ricana innocemment, et les autres filles hochèrent la tête. Je comprenais pourquoi les plus jeunes et Nana se laissaient prendre à ces jeux, mais je ne comprenais pas pourquoi Lulu et Lisa étaient d'accord. Finalement, elles ont toutes insisté pour que je leur tende la main. Lisa, Lulu et Mia ont chacune embrassé légèrement le bout de mon doigt, tandis que Pochi et Tama me léchaient les doigts comme un chiot et un chaton. Heureusement, Tama ne grognait plus sur la petite fille comme elle l'avait fait sur le pont. Elle avait probablement senti ce miasme auparavant. On dirait que c'est moi la prochaine. Tu ne dois pas prendre les deux mains, je te le réprimande. Tu peux prendre la main droite, alors. Après cet étrange échange, Nana et Arisa ont chacune serré un de mes doigts comme des glaces à l'eau. La façon dont Arisa suçait ressemblait à du harcèlement sexuel, alors je l'ai arrêtée, ignorant ses protestations. Juste un peu plus. Maître, aucune magie ne sort, je vous le signale. Oh, désolé. À la demande de Nana, j'ai produit de la magie du bout de mon doigt. Je crois que recevoir par le dos est plus efficace, je vous prie. Serrant toujours ses vêtements contre sa poitrine, Nana s'est tournée vers moi pour me tourner son dos lisse. À bien y penser, cela faisait un moment que je ne lui avais pas donné de magie, alors j'ai décidé d'accéder à sa requête. Maître, je vais donner un bain à cette fille. Lulu, je vais m'occuper de la larve, j'insiste. Au moment où je tendais la main vers son dos, Nana s'est retournée pour faire face à Lulu, ce qui signifiait que ma main atterrissait directement sur son nouveau bonnet F amélioré. J'avais l'impression que le dieu des pervers me souriait, mais j'ai prudemment retiré ma main sans même la serrer. Je suis son gardien, après tout. Arisa et Mia m'ont accusé d'être coupable, comme d'habitude, mais c'était un véritable accident, alors je ne me suis pas senti coupable. Derrière eux, j'ai vu Nana arracher la jeune fille des mains de Lulu et se précipiter vers la baignoire. Cela m'a un peu inquiété, alors j'ai demandé à Lulu d'intervenir. Je ne vois aucun vêtement de cette jeune femme. Ramassant les vêtements abandonnés de Nana, Lisa regarda autour d'elle, perplexe. De la table de massage au sol, aucun vêtement de la fille. Les jeunes enfants ont jeté un coup d'œil autour du panier à linge et sous la table, mais ils étaient introuvables. Je me suis demandé s'ils n'avaient pas été mêlés à d'autres vêtements, mais quand nous l'avons secourue, elle portait un vêtement en soie au lustre particulier, donc il se remarquerait encore. Cherchez. Mia ouvrit brusquement la porte de la salle de bain et entra. Aïe, Mia, je te dis sans cesse de ne pas laisser la porte grande ouverte en entrant dans la baignoire. Désolé. Lulu portait un short et un t-shirt pour s'étirer après le bain, donc ce n'était pas grave, mais j'ai quand même détourné le regard par politesse. Arisa a passé la tête dans le bain. Il ne semble pas être là non plus. Ma compétence, oui fine, a capté une conversation entre Mia et Nana. Des vêtements. Ou, une fois retirés, ces vêtements ont pâli et ont disparu, à mon avis. Peut-être que ces vêtements étaient fantomatiques, eux aussi. C'est un bon vent. Debout sur la terrasse étoilée, j'ai contemplé l'île dans la pénombre. J'avais installé des pierres sacrées, des cercles magiques purificateurs et des runes partout sur l'île pour m'assurer que les personnes que j'avais réenterrées cet après-midi ne soient pas dérangées ni ressuscitées sous forme de monstres morts-vivants. Comme mon sort de magie lumineuse, laser, était trop puissant, j'ai utilisé une version inversée du sort condensation pour disperser le vent et en diminuer l'intensité afin de pouvoir l'utiliser pour dessiner des cercles magiques. C'était la première fois que je dessinais un cercle magique aussi grand, mais c'était assez facile, car j'utilisais la carte pour le dessiner, ajoutant des pierres sacrées au fur et à mesure. Puis, grâce aux techniques apprises au village elfique, j'ai connecté une ligne d'énergie magique reliant le cercle magique à la source de mana de l'île, créant ainsi un faible champ de purification qui devrait rester actif en permanence sur toute l'île. Si les îles Dragons des mers étaient visitées dans les générations futures, peut-être cette île deviendrait-elle un lieu touristique prisé. Avec ces pensées distraites, j'ai continué à lire le texte ancien que j'avais ouvert dans le menu, Les secrets de la cité sous-marine Nénelier. Outre la cité éponyme, le livre contenait également des informations sur la disparition de l'ancienne civilisation Lalaki. Mon radar m'a alerté d'un point blanc se déplaçant sur le navire. J'ai entendu des pas légers qui se sont arrêtés derrière moi.
Plus petit que as-tu faim? Plus grand que, plus petit que magie, s'il te plaît. Plus grand que, plus petit que bien sûr. Plus grand que, je tendis la main, et la jeune fille, vêtue d'un t-shirt ample, recommença à sucer la magie de mon doigt. Elle avait l'air d'avoir à peu près l'âge d'Arisa lorsqu'elle s'était endormie, mais maintenant, elle ressemblait à une enfant d'âge préscolaire. Contrairement à tout à l'heure, ses yeux rouges n'étaient plus vitreux. J'avais supposé que ses difficultés d'élocution étaient dues à sa conscience encore embrouillée, mais je me trompais peut-être. À mesure qu'elle absorbait ma magie, elle grandissait et s'arrondissait. C'était comme voir quelqu'un grandir en accéléré. Lorsqu'elle eut épuisé sa magie, elle poussa un soupir de satisfaction et me lança un timide « plus petit que merci, plus grand que… » Plus petit que ce n'est pas grave. Au fait, puis-je vous demander votre nom? Plus grand que, je savais qu'elle était amnésique, mais je demandais quand même, car elle aurait dû l'être aussi. Plus petit que non? Plus grand que, la fille ferma les yeux et fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Plus petit que, je ne sais pas, plus grand que, elle fronça les sourcils en se mordant la lèvre. Je remarquai que ses cheveux blancs avaient poussé d'environ la longueur de ses oreilles jusqu'à ses épaules, sous l'effet de l'absorption magique. Plus petit que nous vous avons retrouvé échoué sur la plage, il est donc possible que vous ayez fait naufrage. Le choc a peut-être brouillé votre mémoire. Plus grand que, elle leva vers moi les yeux écarquillés, sans doute surprise que je la croie si facilement. Plus petit que mais il faut bien t'appeler jusqu'à ce que tu te souviennes de ton nom. Comment aimerais-tu qu'on t'appelle maintenant? Plus grand que, je n'étais pas très créative, alors si je lui avais donné un nom moi-même, ce serait probablement quelque chose comme Lala, de Lalaki, ou A, de demi-fantôme. Plus petit que non, plus grand que, la jeune fille regarda autour d'elle avec hésitation. Puis son regard se posa sur le rocher-ville, Nonoli. Plus petit que lumière d'âme. Joli, plus grand que, j'ai d'abord cru qu'elle allait pleurer, mais elle a simplement contemplé le rocher-ville avec une expression douce. Le rocher-ville était illuminé d'une lumière bleue, créant une atmosphère solennelle. Plus petit que lumière d'âme. Et si, Rei, plus grand que, je n'ai pas compris au début, mais j'ai ensuite réalisé que la première partie du mot « lumière d'âme » en langue sacrée se prononçait « Rei ». Plus petit que enchanté, Rei. Je suis Satou. Plus grand que, plus petit que enchanté. Satou. Plus grand que, nous avons échangé une poignée de main amicale, puis nous nous sommes souris. Plus petit que merci, de m'avoir sauvé. Plus grand que, plus petit que n'en parle pas. Plus grand que, j'ai essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas grave. Ah oui, je devrais peut-être lui poser une dernière question. Plus petit que sais-tu ce que c'est que Lalaki, plus grand que, plus petit que Lalaki, plus grand que, Rei retint brusquement son souffle. Plus petit que, je veux rentrer à la maison, plus grand que, des larmes commencèrent à couler sur ses joues, alors je les essuyai avec un mouchoir. Plus petit que est-ce que je pleure? Plus grand que, Rei toucha ses joues avec surprise, inconsciente de la raison de ses larmes. Plus petit que Lalaki doit être très importante pour toi. Plus grand que, plus petit que je crois. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur me dit que j'ai vraiment envie d'y aller. Plus grand que, le mal du pays de Rei devait être si fort que même son amnésie ne pouvait l'effacer complètement. Ses petites mains tremblaient tandis qu'elle s'accrochait à ma jambe. Plus petit que je vois, plus grand que, je ne savais pas comment lui dire que sa civilisation avait disparu depuis longtemps. Le texte ancien parlait principalement de la cité sous-marine de Nenlié, mais il contenait aussi des rumeurs selon lesquelles, lorsque Lalaki avait sombré dans l'océan, ses survivants avaient créé un village caché sur une île quelque part dans les mers du Sud. Ce serait un petit détour, mais nous pourrions peut-être emmener Rei rencontrer les descendants de Lalaki. À condition que les autres soient d'accord, bien sûr. Plus petit que Satou, plus grand que, Rei tira sur ma main, interrompant mes pensées. Elle paraissait un peu timide, pour une raison inconnue. Plus petit que pourrais-je avoir? Un peu plus de magie. S'il vous plaît? Plus grand que, plus petit que bien sûr, mais d'abord, plus grand que, je ne voulais pas qu'elle ait froid dans la brise du soir, alors je l'ai assise sur mes genoux et je l'ai enveloppée dans une couverture en tissu éponge. Elle n'avait pas mangé non plus depuis notre sauvetage, alors je lui ai fait boire une potion de complément alimentaire sucré, une concoction que j'avais popularisée au village des elfes. Tandis qu'elle buvait, j'ai remarqué sa décoration de cheveux ondulés au vent. Plus petit que pourrais-je y jeter un œil, s'il vous plaît? Plus grand que, plus petit que non. Plus grand que, j'ai tendu la main pour toucher la barrette, mais Rei l'a rapidement recouverte de ses deux mains. J'ai attrapé la potion qu'elle avait laissée tomber avant qu'elle ne se répande sur le pont. Plus petit que personne ne peut toucher ça. Plus grand que, sa voix tremblait tandis qu'elle secouait la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Au plus profond de mon cœur. Rei ignorait donc quelle était la clé ni pourquoi elle refusait que j'y touche. Je suis désolée, c'était impoli de ma part.
Ne t'inquiète pas, je n'essaierai pas de te la prendre ou quoi que ce soit du genre. Finis de boire, s'il te plaît. Une fois la potion terminée, je repris la fiole vide et lui fournissais plus de magie, comme elle l'avait demandé. Pressé, sentant une douce sensation envelopper mon bras droit, j'ouvris les yeux et découvris une belle femme, Rei, redevenue adulte, endormie à mes côtés. Baissant les yeux, je constatais qu'elle serrait mon bras droit contre sa poitrine. En y repensant, je me souvins que je lui avais donné de la magie la nuit dernière. La couverture que j'avais confectionnée pour qu'elle n'attrape pas froid couvrait à peine son corps et ma main gauche. Pour une raison inconnue, je sentais quelque chose de chaud sous ma main gauche. Oh, maître, la larve a disparu, je vous le signale. Nana sortit en trompe de l'écoutille et atterrit sur le pont. J'ai commencé à l'appeler, puis je me suis souvenu de ma situation précaire. Comme je la tenais assise sur mes genoux dans sa plus petite forme, ma main s'était naturellement retrouvée sur sa moitié inférieure pendant notre sommeil. J'ai retiré ma main en toute hâte et les ai repliées innocemment sur mes genoux. Par ici, Nana, maître, la larve a grandi, je demande. Elle m'a demandé de lui fournir de la magie la nuit dernière, mais j'ai dû lui en donner un peu trop. Le visage habituellement inexpressif de Nana exprimait la surprise. Vérifiant mes réserves de PM par précaution, j'ai constaté qu'elles avaient déjà atteint leur maximum. Elle, absorption magique, faible, de Rei a dû absorber la magie au même rythme que ma récupération naturelle, peut-être même un peu plus lentement. Les autres filles se sont rassemblées et ont fait du grabuge, mais comme les vêtements de Rei étaient parfaitement en place, la situation n'a pas dégénéré. Dis donc, elle rétrécit encore ? Maître, elle y est presque, je signale. À en juger par la magie que je sentais s'échapper de Rei, rester en mode adulte semblait épuiser le plus d'énergie magique, tandis qu'être en mode jeune fille en demandait moins. Elle n'est probablement revenue à l'état d'enfant que lorsqu'elle a été à court de magie. Une fois que Rei a rapetissé jusqu'à la taille d'une jeune fille, elle a ouvert les yeux. Accueillie par le groupe entier qui la fixait, elle a grimacé. Plus petit que Bébon, Matin, plus grand que Bonjour, Rei les a salués prudemment en langue sacrée, et Mia a répondu avec naturel. Satou, des bagues. Mia a brandi l'anneau de traduction à son doigt pour que nous et les autres puissions le voir. Quand nous étions au village des elfes, elle en avait porté un pour être assorti à nous. De toute évidence, les anneaux de traduction que nous avions reçus des elfes soutenaient également la langue sacrée. Bien vu, Mia. Lorsqu'Arisa a complimenté Mia, Nana a levé son annulaire comme pour souligner qu'elle aussi avait bien fait. C'est donc pour ça que Nana avait pu me dire que la larve avait demandé des provisions magiques. Je pensais qu'elle l'avait deviné en la regardant. Riying, moi aussi, je veux parler, monsieur. Les autres filles sortirent des anneaux de traduction de leur coffret de fées, les enfilèrent et se présentèrent une à une. Plus petit que enchanté, je suis Rei, plus grand que. Rei parut timide sous toute cette attention. Tu te souviens de ton nom ? Plus petit que non. Satou m'a donné. Celui-ci, hier. Plus grand que. Arisa tourna la tête vers moi comme une poupée hantée dans un film d'horreur, l'air accusateur, alors je dis simplement. Ça simplifie les choses. Pourtant, c'était Rei qui avait choisi ce nom elle-même. Se pouvait-il qu'elle ne s'en souvienne pas ? Bon, tu veux offrir ces fleurs avant de partir ? Maintenant que Rei était réveillée, je dirigeais le bateau vers la tombe du peuple Nonoli, de l'autre côté de l'île. J'avais craint que la barrière de purification que j'avais érigée autour de l'île ait un effet négatif sur Rei, mais maintenant que le miasme avait été dissipé, cela ne semblait plus l'affecter. Dans ce cas, la barrière anti-monstre du vaisseau aurait de toute façon eu un effet plus puissant. J'ai chaussé les chaussures volantes et accéléré notre voyage en propulsant le vaisseau dans les airs. Les chaussures volantes trouvées dans les objets récupérés s'ajustaient automatiquement à leur taille, s'adaptant ainsi à tous sans problème, mais elles n'étaient pas très faciles à utiliser. Avec mon expérience du skyrunning, j'étais le seul à pouvoir les utiliser. Tama semblait assez proche, cependant, alors elle pourrait bientôt s'y habituer. Chant funèbre. Après avoir offert les fleurs, Arisa a observé un moment de silence, et Mia a commencé à jouer un air entraînant sur son luth. Cela m'a rappelé la cérémonie commémorative que nous avions organisée pour les hommes rats disparus sur un champ de bataille du comté de Seryu. Plus petit que Dors maintenant. Dors bien, plus grand que. Rei commença à chanter un requiem, calqué sur la chanson de Mia. C'était une chanson apaisante, presque une berceuse. J'écoutais paisiblement leur chant et leur jeu pendant un moment. Puis Mia rangea son luth dans son sac de fées et désigna un endroit bien éclairé. Satou, des graines. Tu veux que j'y plante des graines ? Elle faisait référence aux graines de Tréant de sa ville natale, que la haute elfe Aaz nous avait demandé de planter lors de nos voyages. Bien, c'était un bon endroit, et la barrière de purification empêcherait les miasmes de leur nuire. Mia avait probablement raison, c'était l'endroit idéal pour certains. Pourriez-vous m'aider à planter des graines de Tréant ? Oui, bien sûr, monsieur.
Avec l'aide des filles, j'ai planté une dizaine de graines de tréant. Maître, un orbe d'engrais suffirait? Oui, enterrez-le un peu plus loin, s'il vous plaît. Les fruits dorés contenant les graines avaient été retirés pour être utilisés dans des potions magiques. Nous utilisions donc des orbes fertilisantes pour favoriser une croissance saine. Celles-ci nous avaient été données par Jia, la jardinière elfe. Larve, je te conseille de ne pas trop tasser la terre quand tu l'enterres. Plus petit que je suis désolé. Je n'ai jamais touché de terre. Auparavant, plus grand que Expérience. Nana et Mia aidaient Rei à planter. Elle s'intégrait au groupe plus vite que prévu. Tu t'inquiètes de la façon de gérer cette fille? Après avoir planté ses graines, Arisa s'est approchée de moi, son expression mature contrastant avec son âge. Ouais, un peu. À en juger par le titre de dernière princesse de l'Alaki de Rei et l'autoproclamé compagnon de la dernière reine de l'Alaki, il y avait de fortes chances que Rei soit la fille du roi squelette. Normalement, j'aurais supposé la rendre à son père, mais entre son titre de jeune fille sacrificielle et la promesse insensée du roi squelette de renvoyer l'Alaki dans les cieux. Peu importe ce que je devais offrir en échange, j'hésitais à la mettre en danger. Si le roi squelette tentait de sacrifier Rei, je préférerais la protéger au moins jusqu'à ce que ses souvenirs lui reviennent. Cependant, l'avertissement du capitaine fantôme du navire coulé sans sa clé, l'Alaki ne peut pas voler, semblait trop clairement lié à la parure de cheveux en forme de clé de Rei pour être une coïncidence. Je craignais que le roi squelette ne recherche la parure de cheveux de Rei afin de renvoyer l'Alaki dans les cieux. Si je prenais Rei à l'aveuglette, sachant qu'elle pourrait être la cible du en tant que roi squelette dangereux et insaisissable, je mettrais mes compagnons en danger. Je vois, après avoir expliqué mes inquiétudes à Arisa, elle croisa les bras et hocha la tête pensivement. Je ne pense pas que le roi squelette puisse l'atteindre si elle est protégée par la barrière de purification sur cette île, mais je ne veux pas la laisser ici après si longtemps seule. Seule? Comment le sais-tu? Enfin, elle a vraiment envie de compagnie. Elle reste toujours près de l'un de nous, et même quand Nana et Mia s'occupent trop d'elle, elle semble heureuse. De toute évidence, Arisa était plus attentive aux autres que moi. Merci, Arisa. Je lui souris, reconnaissante de cette insistance. Tout le monde, j'aimerais vous parler de quelque chose. Quand je proposais à Rei de voyager avec nous jusqu'à ce qu'elle retrouve la mémoire, tout le monde fut d'accord. Plus petit que j'apprécie, vraiment, plus grand que TSK, TSK, TSK. Vous pouvez simplement dire merci, monsieur. Plus petit que d'accord, merci. Plus grand que Rei essayait d'être poli, mais Tama et Pochi la firent signe du doigt. Pochi ne semblait pas très douée pour claquer la langue, alors elle se contenta de dire TSK à voix haute. Pendant ce temps, concernant les déplacements du roi squelette, je surveillais son état depuis la veille grâce au marqueur sur ma carte. Il semblait que mon attaque l'avait touché plus durement que je ne le pensais, car sa jauge de santé se régénérait très lentement. Ses jauges d'endurance et de magie étaient toujours vides. Son emplacement n'avait pas changé depuis le monde des esprits. Pour l'instant, je devais juste vérifier régulièrement. Plus petit que Satu. Bonjour. Plus grand que. Plus petit que bonjour, Rei. Plus grand que. Alors que j'étais penché sur le côté du vaisseau pour contempler le lever du soleil, Rei apparut, à peine réveillée et sous sa forme plus jeune. Elle ne semblait pas particulièrement surprise que le vaisseau vole. Quand le capitaine fantôme s'en prenait à l'Alaki, il avait utilisé des expressions comme les navires flottants, elle était donc probablement habituée à ce genre de choses. Plus petit que voulez-vous boire un verre? Plus grand que. Plus petit que merci, plus grand que. Ouvrant ma boîte à objets, j'en sortis un verre de jus d'orange avec des glaçons. Les glaçons étaient en fait des cubes de jus que j'avais créés avec le sort gelé l'eau. Plus petit que Miam, plus grand que. Rei avala le jus d'un trait, poussant un soupir satisfait. Elle devait avoir soif après avoir transpiré pendant son sommeil. Plus petit que tu veux aussi des bonbons magiques. Plus grand que. Plus petit que oui, s'il te plaît. Plus grand que. Je lui tendis le bonbon, et elle le mit aussitôt dans sa bouche. Le bonbon magique était une version d'une des recettes de potions de récupération magique que j'avais apprises au village des elfes. Le sucer restaurait continuellement la magie. La recette originale du bonbon restaurait 6 points de magie par seconde, mais celui que je venais de donner à Rei était un type que j'avais spécialement conçu pour elle et qui ne lui en rendait qu'un par seconde. Ainsi, même si elle le mangeait en entier, elle resterait dans sa forme de petite fille. J'avais trouvé cette solution car si elle grandissait et rétrécissait sans cesse, ses vêtements se déchireraient ou se détacheraient sans cesse. Au début, j'ai pensé arrêter de lui donner de la magie, mais si elle en manquait complètement, son état passerait à famine. Si elle restait dans cet état trop longtemps, elle entrerait dans une transe assoiffée de magie comme le jour où nous l'avons rencontrée, c'est pourquoi j'avais créé ces bonbons. Tandis qu'elle suçait celui que je venais de lui donner, Rei contemplait la mer, la tête contre moi. Plus petit que as-tu fait un cauchemar? Plus grand que, plus petit que oui. J'ai rêvé, qu'une ombre,
Me poursuivait, plus grand que, une ombre? Le roi squelette, peut-être? Plus petit que c'était très effrayant, plus grand que, normalement, un mauvais rêve n'était rien de plus que ça, mais dans le cas de Ray, j'avais le pressentiment que c'était peut-être un présage. Au cas où, je décidai de rester sur mes gardes un moment. Maître, ne monopolisez pas la larve pour vous, je vous en prie. Plus petit que bonjour, Nana. Plus grand que, bonjour, Ray, je vous salue. Dès que Nana arriva sur le pont, elle prit Ray dans ses bras et frotta sa joue contre elle. Ray avait été déconcertée par le comportement de Nana au début, mais maintenant elle semblait s'y être habituée. Excessif. Mia apparut ensuite, secouant la tête vers Nana. La gentillesse et justice, je le déclare. Nana semblait imperturbable. Plus petit que bonjour, Mia. Plus grand que, Bonjour. Ray sourit d'un air penaud à Mia, qui renonça à arrêter Nana et s'installa sur mes genoux. Bonjour, messieurs. Tama et Pochi bondirent sur la terrasse, bras dessus bras dessous avec Arisa. Comme une étudiante fraîchement rentrée de vacances d'été, Arisa s'était levée en retard depuis notre départ de la forêt de Bolénan. Rêve-où? Nana avait commencé la gymnastique avec Ray, j'aurais donc préféré rester sur le côté et la regarder, mais Tama et Pochi ont insisté pour que je m'aligne à côté d'elle. Tant qu'à faire, j'ai tiré Arisa pour qu'elle se lève et participe avec moi. Burk, je déteste les matins. Malgré ses grognements, Arisa avait retrouvé son énergie habituelle à la fin de la première partie de la gymnastique. Une fois la deuxième partie terminée, une délicieuse odeur s'est échappée de la ventilation de la cuisine et les estomacs des filles ont commencé à gargouiller. Lorsque Lisa est apparue sur le pont, une énorme marmite à la main, tous les regards étaient rivés sur elle. Le petit déjeuner est prêt. L'appel de Lulu a été accueilli par un concert d'acclamations, et tout le monde s'est précipité pour attraper la nourriture. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, je vous le signale. Allons-y. Plus petit que hockey. Plus grand que, même Ray était parmi eux, entraîné par Nana et Mia. Maître, j'ai repéré un navire échoué. J'étais dans la cale du navire en train de fabriquer un outil magique pour affronter le roi squelette lorsque Lisa est venue me faire son rapport. Merci, j'arrive. Debout, j'ai ouvert le menu pour vérifier l'heure et j'ai constaté qu'il était plus tard que prévu. Si tout ce temps s'était écoulé, cela signifiait que nous devions partir pour les îles Dragons des mers assez rapidement. Je devais installer une autre ardoise de saut ici, sinon je ne pourrais pas retourner à l'île Villeroche avec le seul sort de retour à longue distance. Satou, regarde. Arrivé sur le pont, Mia m'a désigné une île plus loin. Parmi les récifs qui l'entouraient, je distinguais à peine l'ombre de ce qui ressemblait à un navire. Grâce à ma compétence, viseur télescopique, et au sort de clairvoyance, j'ai regardé de plus près. Les 3 mâts du navire semblaient intacts, mais la coque était trouée. Il ne semblait pas y avoir beaucoup de traces d'attaque à l'acide, ils avaient donc probablement réussi à éviter les serpents de mer. Ce n'est pas un drapeau du royaume de Shiga? Oui, et celui en dessous est celui du duché d'Ougoche, celui du vicomte Émerin. Le navire disparu de la flotte du vicomte s'était donc bel et bien échoué ici. La zone devant nous était inexplorée, je ne pouvais donc pas vérifier l'état du navire. Il serait pénible de leur expliquer la situation s'ils nous voyaient voler, alors j'ai mis le navire à l'eau pour naviguer normalement vers l'île. Alors que nous parcourions les quelques kilomètres qui nous séparaient du navire, nous avons été attaqués par des monstres comme des raies manta volantes et le monstre marin ressemblant à un mosasaure que j'avais vu ailleurs dans les îles Dragons des mers. Les harpons de Lisa et l'arc de Mia ont rapidement éliminé les raies volantes, mais le monstre marin qui attaquait le fond du navire était difficile à atteindre directement. J'ai donc utilisé ma flèche télécommandée pour m'en occuper. La flèche télécommandée était 2 fois moins efficace sous l'eau, mais comme elle était déjà excessive, cela n'avait pas beaucoup d'importance. Une fois que Mia aurait maîtrisé un peu mieux sa compétence magie spirituelle et serait capable d'utiliser création d'esprit d'eau, elle serait probablement plus efficace lors des combats sous-marins. Il y a des survivants. Quel soulagement! Dès que nous sommes entrés dans la nouvelle zone, j'ai recherché sur toute la carte, et j'ai découvert qu'il y avait environ 37 personnes en vie de l'autre côté de l'île assez grande. Tous étaient des marins du navire échoué. Alors, il vaut mieux les sauver tout de suite. J'allais hocher la tête, mais je ne savais pas comment nous allions faire tenir autant de monde sur notre petit navire. Notre meilleure option était de réparer leur vaisseau pour leur transport. Il faut d'abord se préparer un peu. J'ai arrêté le vaisseau au bord du récif et j'ai décollé avec mes chaussures volantes, direction le vaisseau échoué. Ces chaussures servaient à ce que Ray ne se demande pas pourquoi je volais. Il est plus abîmé que prévu. Les 2 ponts inférieurs du vaisseau à 4 ponts étaient inondés, et il y avait un énorme trou au fond de la coque. J'avais prévu de le réparer normalement, mais cela nécessiterait probablement des manœuvres spéciales. Arisa, à vous. D'accord. Utilisant le sort de magie spatiale téléphone pour contacter Arisa, je lui ai demandé de lancer l'opération,
distraire Ray. C'est bon. Une fois le feu vert d'Arisa donné, j'ai mis le vaisseau échoué en stockage et séparé l'eau de mer. Ensuite, j'ai utilisé de l'eau gelée pour solidifier la surface de la mer, j'ai sorti le navire sur la glace et j'ai scellé les trous de l'extérieur avec des planches. Heureusement, j'avais les pièces des autres navires coulés que nous avions découverts par hasard dans les îles Dragons des mers. Une fois qu'elles furent raisonnablement recouvertes, j'utilisai des perles d'esprit des arbres pour coller les planches au navire. Il ne me manquait plus qu'une chose, que le navire puisse naviguer à nouveau. J'ignorais donc nonchalamment les bosses sur la coque. Une fois les réparations terminées, j'utilisais du stockage pour ramener le navire dans des eaux sûres et me débarrasser de la glace qui le maintenait. Il ne restait plus qu'à hisser les voiles. Pour une raison inconnue, il n'y avait plus de pièces de rechange sur le navire échoué, alors j'utilisais celles les plus intactes des navires coulés de la même construction. Puis je remorquai le navire, une caraque, avec la main magique et retournai à notre navire. C'est fait. Bon retour, maître. Lisa fut la seule à venir m'accueillir. Les autres filles jouaient à se déguiser dans la cabine principale, Ray faisant office de poupée. Je ferais mieux de tout préparer maintenant, murmurai-je en ouvrant le plus grand pack fait. Plus petit que numéro 1 à 10, activé. Avancez de 10 pas et soyez prêts en mode distant. Plus grand que, lorsque je donnais ces ordres en elfique, de grandes poupées vivantes en bois, hautes comme des brownies, sortirent du pack féerique. Il y avait aussi quelques poupées de type gargouille pour la reconnaissance. Je les avais fabriquées pour m'entraîner dans un atelier elfique, elles se déplaçaient donc tout assez maladroitement. Les poupées vivantes avaient des corps trapus, semblables à ceux des gnomes, et portaient des robes marron en plat capuche. Cela pouvait paraître un peu étrange par cette chaleur, mais au moins, il n'était pas évident qu'il s'agissait de poupées vivantes. Ces versions bon marché n'utilisaient pas de pierres sacrées, mais elles étaient fabriquées avec de nombreuses techniques secrètes des elfes, je ne voulais donc pas que des voleurs s'en prennent à elles. Épouvantail, contrôle les poupées vivantes selon le préréglage marin. Lorsque je donnai l'ordre au golem de figure de proue épouvantail, les poupées vivantes commencèrent à se déplacer rapidement, mimant diverses tâches de marin. Comme j'avais fabriqué le golem épouvantail après avoir maîtrisé l'art des unités de contrôle, ses performances étaient plutôt élevées. Entendant les pas des poupées vivantes, mes compagnons sont arrivés sur le pont et ont été pris de court. Je leur ai expliqué qu'il s'agissait de membres d'équipage factices pour ressembler à un voilier normal. C'était peut-être un petit galion, mais il était tout de même peu réaliste de prétendre qu'il était manœuvré par 9 personnes, principalement des enfants. Maître, il y a des gens sur la plage, je vous signale. Oui, ils sont probablement venus parce qu'ils ont vu le navire. Je crois qu'il y a aussi des gens cachés dans les bois près de la plage, maître. J'ai fait un signe de tête à Nana et Lisa. J'étais à bord du navire fraîchement réparé, que j'avais amené jusqu'à la crique où vivaient les survivants. Le reste de mon groupe était sur le galion, qui était immobilisé non loin, hors de portée d'éventuelles attaques depuis la plage. Bien sûr, j'avais activé la magie anti-monstre éclair en mode furtif. J'ai jeté l'ancre du plus grand navire dans un endroit sûr, loin du récif, et j'ai demandé à mes marins de prendre un petit canot de sauvetage pour retourner à notre navire. Les marins étaient en réalité des poupées vivantes, façonnées à l'apparence humaine grâce au sort illusion de magie lumineuse. Je pilotais le navire moi-même avec main magique, mais ma version officielle était que je ne savais pas utiliser la magie, d'où ma façade. Je suis un noble du duché d'Ugosh, dans le royaume de Shiga. Pour mes vaillants combats contre les monstres, j'ai reçu la médaille écarlate flamboyante du duché d'Ugosh. On m'appelle baron Jidbert, un homme d'âge moyen, portant une épée à 2 mains comme une canne, m'a salué d'une voix claire. L'emblème avec la gemme rouge sur sa poitrine devait être la médaille écarlate flamboyante mentionnée plus haut. Il a dû se présenter par précaution, car je portais des vêtements nobles. Son Excellence s'est présenté. À votre tour, un homme plus petit, debout à côté du baron, vêtu d'une robe de mage, m'a ensuite crié dessus. Quelques autres hommes étaient postés à proximité, armés de grands boucliers, prêts à protéger le baron à tout moment. Étant marin, aucun d'eux ne portait d'armure métallique. Je suis un noble de la baronnie de Muno, dans le royaume de Shiga. Pour avoir repoussé un démon infernal mineur à Gourorian, j'ai reçu la médaille de saphir du duché d'Ugosh. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire. Pour le plaisir, je décidai de reproduire le style de présentation du baron. Tant qu'à faire, je sortis la médaille de saphir de ma réserve et la fixai sur ma poitrine. La médaille de saphir? Le baron écarquilla les yeux en fixant ma médaille. Ses mains tremblaient visiblement, trahissant son inquiétude. Les chevaliers et les mages autour de lui murmurèrent également leur surprise. En y repensant, je me suis souvenu que Sir Ipazaloïd, chevalier impérial et fils de vicomte, avait lui aussi été surpris lorsque j'avais reçu la médaille de saphir. Certains de ces hommes marmonnaient des choses comme « La baronnie de Muno n'est-elle pas ce territoire maudit ?»
Mais la plupart semblaient plus surpris par la médaille. Aucun ne dissimula sa surprise, mais le baron fut le premier à se reprendre. Sir Pendragon, accepteriez-vous de nous emmener à la cité marchande de Souto-Handel sur votre navire? Nous sommes les seuls survivants de la flotte marchande du vicomte Emmerin. Naturellement, nous vous récompenserons comme vous le souhaitez. Oui, bien sûr, je n'avais aucune intention de demander une récompense pour avoir aidé l'ami d'un ami. C'est peut-être le destin qui m'a fait découvrir ce navire à la dérive. À la dérive, dites-vous? J'ai pensé que cela ferait un scandale si je leur disais que je l'avais réparé, alors j'ai décidé de dire que je l'avais trouvé par hasard. Je n'étais pas sûr qu'ils croiraient mon histoire, mais ils ne croiraient certainement pas la vérité. En effet, comme il battait pavillon du vicomte Emmerin, j'ai jugé prudent de chercher des survivants sur les îles voisines. C'est la dernière île de la zone, j'ai donc été soulagé de vous trouver ici. Ma compétence, fabrication, m'a permis d'inventer une histoire sur le champ. Bien sûr, j'avais déjà confirmé sur la carte qu'il n'y avait aucun survivant ailleurs. Si je ne leur disais pas que j'avais fouillé les îles, ils risquaient de m'entraîner dans des recherches inutiles. Eh bien, Sir Pendragon, si vous le permettez, nous allons nous préparer à partir immédiatement. Le baron appela ses associés et leur demanda combien de temps il leur faudrait pour préparer suffisamment d'eau pour le voyage. 5 jours. Non, si nous mobilisons tout le monde avec la compétence boîte à objets, nous pouvons le faire en 3, répondit son second avec une détermination farouche. Votre Excellence, l'interrompis-je. Pardonnez mon intrusion, mais si vous avez besoin d'eau, nous en avons largement assez à bord pour le voyage jusqu'à Souto-Handel. Ozan, êtes-vous certain? J'ai hoché la tête et donné quelques barils au second. Oui, c'est largement suffisant. Avec cette quantité, on pourrait faire un aller-retour jusqu'aux extrémités des îles Dragon des mers et atteindre Souto-Handel sans encombre. J'ai sorti une carte marine de mon sac de rangement, leur indiquant notre position actuelle. Cette carte était destinée au grand public, elle n'indiquait donc pas les emplacements où j'avais posé des ardoises de phoque. Quelle carte détaillée! Elle indique même les points d'eau des îles et la répartition des monstres. Les marins étaient tous très impressionnés par ma carte marine. Vous avez vraiment fouillé les îles aussi minutieusement à la recherche de survivants. Un marin, ému, a retenu ses larmes viriles en me regardant avec admiration. Je ne pouvais absolument pas leur dire que je l'avais dessiné en une trentaine de minutes pour arriver ici. Votre Excellence, d'ici, nous devrions pouvoir atteindre Souto-Handel en moins de 10 jours. Au mot de l'officier de navigation, les autres hommes s'embrassèrent en poussant des cris de joie. Même les archers cachés dans la forêt oublièrent de se dissimuler, se bousculant avec excitation. Finalement, nous décidâmes de partir le lendemain matin. Le soleil s'était couché tandis que les hommes transportaient leurs provisions de leur base jusqu'au navire. Nous avions prévu un banquet ce soir-là pour célébrer le départ, et j'étais donc assis avec le baron à une table sur le plus grand navire. J'avais déjà renvoyé Lisa et Nana rejoindre les autres sur notre navire. Certains des jeunes marins avaient les yeux rivés sur Nana, alors j'ai jugé préférable de les faire reculer. Lampe Tumiyu, les protections anti-monstres suspendues de la proue à la poupe, qui ressemblaient un peu à des lampes à moustiques, n'étaient pas très lumineuses, alors les magiciens de l'équipage créèrent des lumières magiques sur tout le pont. Oh, ça sent bon! Depuis combien de temps n'avons-nous plus d'assaisonnement que du sel? Sir Pendragon a eu la gentillesse de partager quelques-unes de ses épices, alors je les ai utilisées au mieux. Le baron et ses marins semblaient ravis lorsque le repas fut apporté. La plupart de ces plats copieux étaient préparés avec des fruits de mer pêchés sur l'île. Pour fêter leur départ, ils apportèrent même des chopes de bière, distribuées même aux plus humbles soldats. Sir Pendragon, vous avez des femmes dans votre équipage, n'est-ce pas? C'est mal d'emmener des femmes pour un long voyage en mer, vous savez. Le baron but une gorgée de bière. Certains capitaines amènent leurs épouses ou leurs amantes à bord, mais ça mène souvent à la mutinerie, voyez-vous. J'ai supposé qu'il faisait référence à la vieille superstition du mauvais sort, mais il s'est avéré qu'il voulait simplement dire que cela pourrait créer des troubles au sein de l'équipage. Merci, je garderai votre conseil à l'esprit. Sur notre navire, nous formions plus une famille qu'un équipage, alors je ne pensais pas que ce serait un problème. De plus, j'étais le seul homme du groupe. Levez l'ancre, levez l'ancre, levez l'ancre. Quand le capitaine donnait un ordre, le matelot en chef le répétait à voix haute, suivi par un chœur des autres marins. Ensemble, ils commencèrent à tirer sur une poulie. Beaucoup d'entre eux avaient la compétence, force, mais ça semblait quand même assez difficile. Je voulais voir comment un navire normal se préparait à appareiller, alors j'ai demandé au baron de me laisser rester à bord. J'ai pu utiliser le sort téléphone pour donner des ordres au golem de proue de notre navire, donc il n'y a eu aucun problème. Beaupré, hissez les voiles. Voiles, voiles, les marins grimpèrent au mât avec aisance, dénouant les cordages qui maintenaient les voiles en place. Une fois les voiles déployées, le vent commença à faire tourner doucement le navire. Hissez le gréement de bâbord. Hissez à port,
Hissé à Port, quelques marins devinrent tout rouges d'effort en tirant sur le cordage. Une fois le navire orienté dans la bonne direction, ils utilisèrent le gréement pour le maintenir droit. Il restait probablement un gouvernail, bien sûr, mais les voiles étaient la principale source d'énergie. Laissant quelques marins s'occuper du beaupré, les autres se précipitèrent pour aider à la poupe. Leur équipage n'était pas aussi nombreux que d'habitude, ils semblaient donc avoir du pain sur la planche. Arrivés à la poupe, les marins grimpèrent facilement à l'échelle de corde. Grand mât, hissez les voiles. Voiles, ça aille. Lorsque les voiles centrales furent déployées, la vitesse du navire augmenta. Les marins du grand mât se laissèrent glisser le long du cordage, se dirigeant vers leur gréement. À l'arrière, hissez les voiles. Ça aille. Une fois les voiles arrière prêtes, la plupart de l'équipage descendit sur le pont, manœuvrant les cordages pour maintenir le cap, conformément aux ordres du capitaine. Ce travail semblait principalement effectué à la main. Ils n'utilisaient pas le fourneau magique du navire. J'imagine que, comme les fourneaux magiques étaient alimentés par des noyaux, leur utilisation constante serait trop coûteuse. En y repensant, je me suis souvenu que les nains utilisaient ce qu'on appelait du charbon monstre raffiné, au lieu de noyaux, car les fourneaux magiques étaient si inefficaces. Sir Pendragon, vos marins sont talentueux. Il est rare de voir une telle habileté à la barre et un départ aussi facile. Merci beaucoup. J'avais emprunté les plans à la bibliothèque des vaisseaux autopilotes des elfes, je ne me sentais donc pas particulièrement fier. Au fait, pourquoi votre vaisseau n'arbore-t-il pas les drapeaux du royaume de Shiga ou de la baronnie de Muno? Mes excuses, je crains que notre mât n'ait été emporté par une récente tempête, drapeau compris. Ma compétence, fabrication, m'a permis de répondre à la question du baron. J'avais complètement oublié l'existence des drapeaux pour marquer notre appartenance. D'après les informations que j'ai recueillies par la suite auprès de l'officier de navigation, la plupart des navires arboraient généralement les drapeaux de leur royaume, de leur territoire et de leur capitaine, ainsi qu'un pavillon pour indiquer s'il s'agissait de navires de guerre ou de navires de passage. Je me souvenais surtout du drapeau de la baronnie de Muno, et je pourrais probablement copier le drapeau du royaume de celui de ce navire. Quant au pavillon de passage, je pourrais probablement le recréer à partir de quelques-uns des navires coulés que j'avais récupérés. Capitaine, nous sommes entrés dans le courant. Très bien, activez le fourneau magique et redoublez de vigilance. Le second hocha la tête, puis cria. Activez le fourneau magique, puissance minimale. Dans un tube acoustique. Au bout de quelques instants, une voix annonça. Activation terminée. Et un mage utilisa le sort de magie du vent, recherche à longue portée. Il semblait utiliser la puissance du fourneau magique pour maintenir le sort après l'avoir lancé. Les résultats de la recherche étaient affichés sur un miroir près du gouvernail. Maintenir le sort actif en permanence consommait énormément de magie, il était donc impossible de l'utiliser en même temps que leur barrière défensive lorsque le fourneau magique était en mode faible puissance. Apparemment, avec leur réserve de carburant actuelle, le fourneau magique ne pouvait fonctionner à plein régime que 30 minutes maximum. Ouf, je dois pisser. Imbécile, on a un invité. Sous les réprimandes du capitaine, le soldat courut vers un objet mystérieux sur le flanc du navire, une sorte de protubérance en forme de siège auto. Des toilettes? Une fois son affaire réglée, le soldat retourna précipitamment à son poste, baissant la tête vers moi d'un air d'excuse. Ne restez pas les bras croisés. Nettoyez les ponts. Le matelot-chef lança un ordre, et les marins les moins gradés se précipitèrent pour nettoyer les ponts à l'eau de mer. Peut-être pour stériliser, mais je craignais que le sel n'abîme le bois. Curieux, je demandai au matelot-chef s'il savait pourquoi ils utilisaient de l'eau de mer, et il m'expliqua que tremper le bois le faisait gonfler, rétrécissant les interstices du pont pour réduire les risques d'inondation. Je vois, c'est logique. Notre navire était recouvert de résine, ce qui n'aurait donc pas été nécessaire dans notre cas. Nous avons utilisé une résine appelée Alua, développée par les elfes, la même substance que celle utilisée pour mes gobelets préférés dans notre cabane dans les arbres. L'Alua était transparent, léger et pourtant résistant, et comme l'acrylique, il ne cassait pas en cas de chute. Je l'utilisais donc fréquemment pour la vaisselle des enfants, etc. Désolé, ce n'est rien d'extraordinaire. À la demande du baron, je me suis joint à lui pour le déjeuner. Comme il l'avait dit, le repas était plutôt modeste, quelques biscuits légèrement cuits, une soupe salée avec des haricots et de la viande séchée, un accompagnement semblable à de la choucroute et des fruits jaunes séchés. Outre les fruits secs, le reste des ingrédients provenaient des tonneaux retrouvés sur la plage de l'île de la Cité Rocheuse, ainsi que de la bière qu'ils buvaient. J'hésitais à leur donner des produits d'occasion, mais nous n'avions que les fruits secs pour une traversée en mer, alors je n'avais pas d'autre choix. J'ai utilisé « analyse » pour m'assurer que tout était intact, bien sûr. C'est délicieux. Quel genre de fruits est-ce? Oh, ce sont des oranges séchées d'un arbre de montagne. Quand j'ai répondu à la question du jeune second, tout le monde s'est figé. Des oranges séchées?
Vous voulez dire les légendaires arbres de montagne qui ne poussent que dans la forêt des elfes? Les marins m'ont bombardé de questions. Les arbres de montagne poussent aussi dans la forêt des géants de la baronnie de Munno, vous savez. Chef, arrêtez de distribuer les fruits séchés immédiatement. L'air troublé, le baron a donné un ordre dans le tube audio relié à la cuisine. Quelque chose ne va pas? Est-ce Sir Pendragon, ignorez-vous la valeur des oranges séchées? Hein? Chaque fruit géant pesait plus d'1 tonne, alors j'en avais beaucoup, et je savais qu'ils étaient délicieux. Mais je n'en avais jamais vu sur un marché, alors je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser ma compétence, estimation, sur l'un d'eux. En regardant les fruits secs, j'ai constaté qu'une seule tranche valait entre 1 et 3 pièces d'argent chacune. 5 tranches valaient donc plus qu'une pièce d'or? Même rare, cela me semblait absurde. Pendant le déjeuner, j'ai décidé de découvrir si le capitaine ou l'un de ses hommes connaissait l'Alaki. L'Alaki, j'ai l'impression d'en avoir entendu parler. Le baron caressa pensivement son menton imberbe. Ah, je m'en souviens. J'en ai entendu parler lors d'un festival au royaume de sorcellerie, l'Alagi, au milieu de la route du sucre. D'après le baron, la famille royale de l'Alagi descendait des habitants du ciel, et le festival de Skydi exposait une boîte à l'Alaki. Si je me souvenais bien, habitants du ciel, désignait le peuple de l'Alaki. Peut-être les descendants de l'Alaki vivaient-ils secrètement dans ce royaume de sorcellerie appelé l'Alagi. Merci beaucoup, Votre Excellence. Pas du tout, je suis heureux d'avoir pu vous être utile. Je remerciais le baron et demandai plus tard à un navigateur de m'indiquer l'emplacement de la route du sucre et de l'Alagi. Arriver à Labyrinth City prendrait probablement un peu plus de temps que prévu, mais si nous roulions à pleine vitesse avec le vaisseau volant, le détour ne représenterait qu'une semaine de temps perdu. Au milieu de cette conversation, nous avons malheureusement croisé des monstres. Capitaine, nous avons repéré un banc de calmars torpilles à tribord. Ils ne nous ont pas encore remarqués. Bon, cap à bâbord. Le navire bifurqua vers la gauche, tentant d'éviter un combat. Les calmars torpilles n'étaient qu'au niveau 10, mais ils étaient nombreux, entre 30 et 50. S'ils nous attaquaient tous en même temps, ce serait un vrai calvaire. Augmentez la puissance du four magique. Dès qu'il sera prêt, levez la barrière défensive. Au bout d'1 minute environ, le vaisseau fut entouré d'un bouclier défensif de type magie pratique, et sa vitesse augmenta légèrement. La partie immergée du bouclier réduisait probablement la friction de l'eau. Nous avons détecté la présence de perches à tête de roche près de l'île, devant nous. Un marin chargé de surveiller la détection ennemie le rapporta d'une voix tremblante. D'après ma carte, il n'y avait qu'une dizaine de ces perches à tête de roche, toutes de niveau 10 à 15. Était-ce vraiment un ennemi digne d'être secoué? Fourneau magique, puissance maximale. Tous les hommes qui ne sont pas à la barre, préparez les canons magiques. Nous contournons l'île par la droite, alors concentrez-vous sur les canons de bâbord. Le baron lança des ordres. J'aidai également à déplacer les canons magiques sur le pont. Les voilà, leurs têtes de roche peuvent repousser les canons magiques, viser leur corps ou le centre de leur front. Oui, répondirent les hommes en chœur. Il s'agissait donc d'un monstre dont la défense se concentrait sur la tête. Le capitaine cria, feuillis, et des coups de tonnerre jaillirent des canons. Pour les ennemis aquatiques, ils utilisaient apparemment des tirs de foudre, de glace et de roche. Le feu était réservé aux ennemis comme les bateaux pirates. Comme il manquait de tireurs, j'ai pu m'occuper d'un des canons. La réserve de magie étant relativement faible, les tirs étaient peu puissants. Et comme un seul fourneau magique alimentait tous les canons magiques, il fallait beaucoup de temps pour les recharger. Contraints de ralentir pour esquiver les tirs, les perches à tête de roche tournoyaient autour d'eux pour reprendre de la vitesse, à l'exception d'une seule qui chargea sans chercher à esquiver. Arrivé près, le monstre poisson bondit dans les airs, visant à frapper l'un des membres d'équipage sur le pont. Il était énorme, facilement de la taille d'une voiture. J'imagine que même les monstres marins de bas niveau pouvaient être imposants. Ah! Hurla le marin ciblé, terrifié. Le capitaine dégaina son épée à 2 mains, mais il semblait qu'il n'arriverait pas à temps. J'ai sorti une lourde lance de pierre du stockage et l'ai lancée sur le bar à tête de roche. Elle a frappé le monstre bien plus fort que prévu, le plaquant contre le mur du gaillard d'avant. Merci, Sir Pendragon. Dépêchez-vous pour la deuxième volée, les gars. Le baron n'a fait aucun commentaire sur la lance qui était soudainement apparue dans ma main. Il était trop occupé à donner des ordres de combat. Au cas où j'aurais besoin d'une excuse plus tard, j'ai enfilé un anneau de lance de pierre. Pour autant que les autres puissent en juger, j'étais officiellement niveau 30, donc je ne pensais pas que le fait d'avoir vaincu le monstre serait trop suspect, mais il était possible que quelqu'un remette en question l'apparition soudaine de la lance. Achevons-les. Visez bien, les gars. Une fois que vous aurez tiré, préparez-vous au combat rapproché. Aïe aïe, a de nouveau crié l'équipage. La première salve n'a réussi à éliminer qu'environ 30% d'entre eux. À ce rythme, le bar à tête de roche allait certainement percer, mettant peut-être mon groupe en danger.
Au lieu de préparer un second tir, je me suis rendu de l'autre côté du navire et je me suis assuré que personne ne me regardait pendant que je tirais la flèche télécommandée dans l'eau. J'ai choisi la trajectoire la plus détournée possible afin qu'ils atteignent le poisson à peu près au même moment que la deuxième salve de canon. Tous les canons, feu. Ouais, les tireurs avaient l'air sombres en actionnant les leviers pour tirer la deuxième volée. Une salve de coups magiques s'est abattue sur les Ashigans à tête de roche, qui étaient maintenant incroyablement proches. Au même moment, un éclair a traversé les vagues, et les monstres sous-marins ont commencé à couler sous l'impact de la flèche télécommandée. Ouf, on dirait qu'on les a repoussés. Le baron a poussé un soupir de soulagement, puis a commencé à donner des ordres d'après-combat. L'équipage a rassemblé les carottes qui avaient atterri sur le pont, mais comme il semblait qu'ils allaient abandonner celles qui étaient à l'eau, je les ai récupérées pour moi. Le capitaine voulait me les acheter pour alimenter le fourneau magique, alors je les ai vendues au prix qu'il proposait. C'est la porte d'eau du port. De retour à bord, nous avons entendu un cri provenant du navire du baron. 7 jours après la bataille contre le bar à tête de roche, nous étions sur le point d'entrer sains et saufs à Sutto-Handel. J'étais retourné à mon navire juste après cette bataille et n'avais plus dérangé le navire du baron, si ce n'est pour confirmer notre route. Comme les marins ne s'étaient pas baignés, leur navire sentait horriblement mauvais. Ils évitaient autant que possible de consommer la précieuse eau douce et utilisaient l'eau de mer pour cuisiner, se laver le visage, etc. Pas étonnant que le second et moi ayons des points de vue si différents sur la valeur de l'eau. Sous mes yeux, la porte d'eau s'ouvrit. Oh, je ferais mieux de la prévenir. Plus petit que Ray, tu ne dois pas chanter devant d'autres personnes, d'accord? Plus grand que, plus petit que d'accord. Satou, plus grand que, le reste du groupe chantait souvent ensemble pour passer le temps pendant notre voyage, mais chaque fois que Ray se joignait à eux, cela attirait toujours des bancs de poissons ou des nuées d'oiseaux marins. C'était bien beau et fantaisiste, bien sûr, mais en réalité, cela aurait pu poser problème si elle le faisait devant des inconnus. Pendant que les filles s'amusaient pendant notre voyage, j'avais secrètement rénové le vaisseau. En prévision d'une éventuelle revanche contre le roi squelette, j'avais fabriqué des pierres sacrées portables pour chaque membre du groupe et amélioré le moteur à pierres sacrées du vaisseau pour un modèle plus gros et plus puissant. À l'avenir, je prévoyais d'ajouter des fonctionnalités comme un lance-roquettes et d'améliorer la barrière défensive. Waouh, quelle grande porte! Ils ont tellement de gros canons et de tours. Arisa et Lulu contemplèrent la porte et ses tours défensives blindées avec surprise. Les tours semblaient également être occupées par des soldats, des archers et des mages-hommes oiseaux. La défense devait être primordiale pour eux. Ils utilisent l'entrée fermée de la baie pour repousser les monstres. De grands piliers étaient placés à l'intérieur des portes pour repousser les monstres, comme ceux que nous avions vus sur l'immense rivière près de l'ancienne capitale. Le débit de l'eau qui franchissait les portes étroites était aussi rapide qu'une rivière. C'était probablement parce que l'eau de cette même rivière se déversait dans la baie. En consultant ma carte, je vis qu'il y avait d'autres portes et canaux pour évacuer l'excès d'eau. Un canal particulièrement large servait même de lieu de culture d'algues. Maître, le navire de garde du port nous a donné le signal pour entrer. Merci, Lisa. Entrons. Alors, grâce au navire du baron qui nous précédait, nous avons pu entrer dans le port après un simple contrôle d'identité. Normalement, la garde portuaire devait inspecter minutieusement les armes et rechercher les marchandises de contrebande avant de nous laisser entrer. Il n'y avait pratiquement aucun monstre dans le port, il y avait donc beaucoup de petits bateaux de pêche. Plus petits que beaucoup de gros navires, plus grands que, plus petits que oui, ils semblent venir de partout. Plus grands que, Ray me montra les nombreux grands navires dans le port. Plusieurs des plus imposants étaient des canonnières du duché d'Ugosh. Quelques cuirassés, grands et moyens, étaient également ancrés dans le port. Ils étaient visiblement amarrés ici par précaution contre les navires étrangers qui naviguaient dans le même port. Les navires les plus remarquables ressemblaient à des bateaux à aubes à voile de l'Empire des Sagas et à des navires à rames de l'Empire des Belettes, mais il y avait aussi de nombreux navires de taille moyenne des îles du Sud. Alors que j'expliquais certains navires à Ray et aux autres, j'entendis le gargouillement des estomacs des filles bêtes. Bon, c'est bientôt l'heure du déjeuner. On mange une fois au port? On mange? Je veux de la viande, monsieur. Tama et Pochi sautillaient de joie. On s'était largement nourris de fruits de mer pendant nos voyages en mer, alors ils avaient bien besoin de viande rouge. Bon, trouvons un restaurant qui sert de bons plats de viande. Tout le monde, sauf Mia, applaudit. Et du riz et des légumes aussi, bien sûr, ajoutai-je. Oui, Mia sourit et acquiesça à son tour.